Chapitre 8. Suède. Depuis des années, Donovan McPherson se faisait un devoir de participer à la réunion du Bilderberg, le club le plus secret des maîtres du monde. Hommes politiques, industriels, banquiers ou patrons de presse s'y rejoignaient pour discuter des grandes questions internationales avec une centaine de personnalités de la planète. Depuis sa fondation en 1954, il se réunissait chaque année dans le plus grand secret, à l'insu de tous. Les accords se nouaient. L'histoire du monde économique s'y écrivait. La règle d'or des organisateurs et des participants, dont certains noms faisaient rêver, David Rockefeller, Giovanni Agnelli ou encore Henry Kissinger, était celle du silence. Les antimondialistes avaient fini par prendre conscience de ces réunions qui ne donnaient lieu à aucune déclaration et ne toléraient la présence d'aucun journaliste. Ils avaient sommé les administrateurs de s'expliquer. Le but avoué des meetings de ce club était de sensibiliser les futurs hommes politiques aux besoins de l'économie, de la grande industrie et du système financier international. Cette fois-ci, les sujets officiels avaient été la crise alimentaire, l'élargissement de l'Europe, l'avenir de l'OTAN, les projets militaires des États-Unis, l'arrivée d'un nouveau pouvoir en Italie, les relations avec la Chine et la Russie. Mais dans les coulisses, ces élites se préoccupaient surtout de leurs intérêts privés et de ceux de leurs associés. Elles faisaient ce qu'il fallait pour que les hommes politiques de tous les pays fassent progresser le monde dans leur sens. Une clôture de 900 mètres de long avait été érigée autour de l'hôtel Stenungsund, où se tenait la réunion cette année, pour éviter l'irruption de la populace qui avait l'audace de se préoccuper du sort que leur réservait ce super gouvernement, cet agent d'un nouvel ordre capitaliste mondial. La police locale avait estimé que l'événement ferait un bon exercice d'entraînement en prévision du sommet de l'Union européenne prévu à la mi-juin à Gothenburg, à 50 km plus au sud, où Donovan était également allé traîner ses guêtres. Le chairman y avait retrouvé de vieilles relations. Ensemble, ils avaient poussé leurs pions sur l'échiquier de l'Europe qui étendait ses tentacules de plus en plus vers l'Est. Pourrait-on bientôt atteindre la mer Caspienne sans quitter l'Europe ? Il ne voulait rien laisser au hasard, même s'il estimait personnellement préférable que les pipelines rejoignent le golfe Persique. Restait à stabiliser les pays qu'il traversait. Saint-Raphaël. De Suède, le chairman avait fait le voyage pour la réunion bimestrielle avec Francis. Il s'était posé à l'aérodrome de Saint-Raphaël à 16h30 heure locale. Lix était passé le prendre en bateau. Il savait que Donovan aimait bien varier les plaisirs. D'ailleurs, il n'avait aucune envie de risquer de lui faire subir les embouteillages de la région en cette période de l'année. Le Cigarette 42 Tiger était toujours amarré au mini-port de la villa et servait également pour se rendre en ville sans se faire remarquer. Le mode de déplacement le plus furieusement tendance de cette presqu'île étant bien entendu la voie des eaux. Un peu petit comparé au yacht de la jet-set locale ou au Léopard 27M Open que Rodriguez Group avait mis à sa disposition quelque temps auparavant pour recevoir le sénateur Pacini. L'embarcation avait cependant pour elle la qualité de ses deux moteurs Mer Cruiser 575 SCI Stern Drive couplé de 550 chevaux et sa ligne poussée à l'extrême. Le Cigarette fendait les eaux calmes du golfe de Saint-Tropez, cap au sud, direction la pointe de Rabiou. Le chairman, malgré son âge, appréciait la balade. Ce qu'il aimait surtout, c'était la race sauvage de ce bateau au moteur démesuré qui faisait vibrer tous les passagers. Bien que le vrombissement en fût laissé en arrière, compte tenu de l'allure à laquelle il se déplaçait, il était très présent sur le deck, presque lancinant, et donnait à celui qui le pilotait un incontestable sentiment de supériorité. Comme un enfant gâté, McPherson n'avait pu s'empêcher d'en demander la barre, et se prenait déjà pour un dieu de Saint-Trope. Gunther le surveillait de près, car la manœuvre de ces bêtes-là avait tout de même ses petits secrets. L'inexpérience pouvait causer des dégâts graves. Le voyage se termina trop tôt au gré de l'invité. Nul doute qu'il ne se gênerait pas pour trouver le prétexte d'une nouvelle excursion en mer. Ce n'était pas au cœur de son Texas natal qu'il aurait l'occasion d'éprouver ces sensations. Imperturbable, Lix discutait avec son marin en charge du canot de quelques détails techniques concernant l'entretien. Il laissa son invité se griser à loisir et ne fit reprendre les commandes par son homme qu'à l'approche du mini-port de la villa. Il valait mieux une main experte pour ne pas rater la manœuvre, ne serait-ce que pour éviter à son hôte de perdre la face. Sautant à terre le premier, il arrima le puissant animal et aida le chairman à rejoindre sans encombre la terre ferme. Pourtant habitué aux plus extraordinaires propriétés, cet homme comblé par la vie et l'hérédité fut pris par le charme du lieu dès les premiers pas. Lix lut dans ses yeux qu'une inquiétante mais délicieuse sensation de claustrophobie l'envahissait lorsqu'ils grimpèrent l'escalier en colimaçon enserré dans la roche. L'explosion de clarté quand ils ressortirent sur la terrasse au soleil de juin le ravit. En chemin vers la maison, il s'efforça de rester impassible et fut rapidement dirigé vers le cœur de l'édifice. Agnès l'attendait à son poste, pleine d'appréhension. C'était la première fois qu'il se déplaçait jusqu'à Saint-Tropez, et elle n'avait pas l'habitude de recevoir des inconnus. Dès qu'il la vit, il eut un imperceptible mouvement de recul.
peu habitué qu'il était à faire grand cas des problèmes spécifiques des êtres humains qu'il côtoyait. Pire encore, ne tenant aucunement de se plier aux coutumes du pays où il était en visite, il ne fit aucun effort pour serrer la main d'Agnès, se contentant d'un hochement de tête à son adresse selon la mode américaine. Son profil impérial et son air suffisant firent le reste. Agnès le détesta instantanément. Elle prit toutefois un air humble pour ne pas gêner les tractations de Lix. « Monsieur Macpherson, voici Agnès, qui dompte pour moi tout cet équipement. Vous ne pouvez pas savoir, mon cher, la capacité de concentration de ce génie hors pair. Pleased to meet you, Agnès. Hello, sir. Nous allons vous tenir au courant des derniers développements concernant les points dont nous avions discuté lors de notre dernière rencontre à Houston. » Et ils passèrent 2 bonnes heures à sillonner la planète par le truchement de leurs tentacules immatériels, aidés, devancés par Agnès dont la performance était en aucune manière altérée par les sentiments. Lix était pour le chairman une source d'informations inestimable, tant sur les sociétés dans lesquelles il avait des participations importantes que sur celles où il souhaitait entrer. Il savait plus que tout autre que ces renseignements lui avaient permis nombre de fois par le passé d'accéder au conseil d'administration, là où certaines sociétés se croyaient parfaitement verrouillées de l'intérieur sans avoir à payer le prix de ces immixtions. Il était clair, à écouter leurs conversations et en juger par le type de société qui les intéressait, que le chairman baignait dans le pétrole jusqu'au menton. Mais si nombre d'opérations concernaient des sociétés qu'il contrôlait personnellement, à plusieurs reprises, Lix sentait bien que les manipulations étaient d'une ampleur bien supérieure. Le chairman avait plus d'un ange gardien. Et d'abord, chairman de quoi? Une fois ou deux, Macpherson avait mentionné un certain groupe 7 devant Lix qui, prudemment, n'avait pas jugé bon d'approfondir le sujet. À part les nombreux délits d'initiés auxquels il se livrait avec délectation et la manière dont il obtenait leurs informations, les manœuvres qu'il mettait en place avaient des allures d'opérations financières légales, de prise de pouvoir progressive. La difficulté pour Agnès résidait dans le fait qu'il jonglait avec une bonne centaine de sociétés différentes, dont certaines étaient amies, d'autres adversaires, et que parfois elles passaient un peu trop rapidement d'un camp dans l'autre, au gré des tripatouillages. L'autre volet de leur action aurait plus inquiété les âmes bien pensantes si elles avaient pu se glisser dans l'antre de Lix. Il consistait globalement à faire en sorte que le prix du brut augmente, qu'il se raréfie le cas échéant, que les sociétés qui n'avaient pas pu être englouties se voient assaillies de force misères et difficultés. La technique n'était pas nouvelle, ni originale, mais très efficace. Le 3e volet fut l'occasion pour Macpherson de se fâcher tout rouge. En cela, il était dans le sens de la nouvelle histoire américaine. Ce que voyant et ne voulant pas subir l'ire de ce Napoléon texan devant Agnès, Lix lui proposa de s'installer à l'ombre, près de la piscine, maintenant que le principal était accompli, pour savourer un rafraîchissement bien mérité. Cette manœuvre dilatoire n'empêcha pas le chairman d'insister. « Never again, Lix, tonitruait-il. Groupe 7 ne veut plus voir de ces opérations dont on ne peut pas contrôler l'ampleur. Vous rendez-vous compte des risques que vous nous avez fait prendre avec votre opération Tchernobyl? Vous n'étiez pas censé exploser ce réacteur, mais simplement le retarder, le faire tomber en panne. De quoi vous plaignez-vous, Donovan? Cet accident est allé au-delà de nos espérances. Depuis cette période, le développement des centrales nucléaires a été arrêté pratiquement dans le monde entier. Tout va bien pour Groupe 7. J'ajoute que la baisse de valeur des sociétés affectées à ce secteur d'activité est telle que même dans votre organisation, quelqu'un en profite pour replacer ses pions. Je ne suis pas au courant, râla le chairman, touché en traître. Très proche de vous. Mon fils? Probablement, répondit Lix par prudence, alors qu'il savait exactement les tenants et les aboutissants de cette affaire et aurait pu être beaucoup plus précis. Mais ayant mis les pieds dans le plat pour détourner les attaques de Macpherson, il ne voulait tout de même pas le faire mourir d'apoplexie par une réponse trop directe. « Je verrai cela en rentrant », répondit Macpherson pour clore cette interruption. « Mais savez-vous qu'une nouvelle enquête vient de s'ouvrir concernant votre intervention à Tchernobyl? C'est le professeur américain délégué à la fermeture de la centrale qui l'amène confidentiellement. Je crois que le mal est déjà fait. Les Russes sont en train d'approfondir la question. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet ?» lui asséna pour terminer le chairman. Il semblait oublier que c'était sur son injonction forcenée que 20 ans auparavant, Lix avait monté une géniale opération d'intox à Tchernobyl. Et il se permettait maintenant de la lui reprocher véhément. Pourtant, Macpherson avait toujours considéré que cette opération avait été montée de main de maître. Elle avait eu des répercussions inespérées à la fois sur l'énergie nucléaire et par voie de conséquence sur la pérennité de l'or noir. Lix lui avait dit que pendant 5 ans, il avait fait minimiser les divers incidents de maintenance que subissaient les réacteurs de Tchernobyl. À force, il était advenu ce que l'on pouvait prévoir, à savoir que l'usine, nettement moins surveillée qu'elle aurait dû l'être, avait fini par craquer. Les protagonistes de cette longue dissimulation étaient persuadés qu'ils falsifiaient pour sauver leurs emplois, les normes internationales leur ayant été présentées comme un possible obstacle au maintien de leur centrale, si bien que jamais un coupable hors des frontières n'avait pu être montré du doigt.
Il n'y avait aucune raison de penser que cette nouvelle enquête ferait progresser la vérité. Il est vrai que l'accident avait une ampleur bien supérieure à ce que Lix s'était engagé à faire, mais il savait bien, lui, que ce n'était pas son intervention qui l'avait provoqué, mais seulement la mauvaise gestion de cette centrale nucléaire par des cadres démoralisés. À l'époque, il s'était bien gardé de le faire remarquer au chairman. Au contraire, il avait sauté sur l'occasion pour asseoir sa réputation et avait recueilli toute la gloire de cet événement fortuit. Véritable Machiavel, Macpherson, quant à lui, avait tiré la quintessence de cette catastrophe qui avait mis les centrales nucléaires au banc de la société du troisième millénaire. Et longue vie à Groupe 7. Je n'ai rien à y faire. Je vous l'ai dit, tout a été exécuté par des gens persuadés de travailler pour leur avenir. Même aujourd'hui, ceux qui sont encore en vie sont convaincus que c'était une bidouille russe. L'enquête ne dépassera pas les frontières. Sauf que Three Miles Island a également été cité, et ce n'est pas en Russie que je sache. Comment diable ce chairman souterrain pouvait-il avoir des renseignements aussi précis? Les rapports auxquels il semblait avoir eu accès devaient être classés Eyes Only. Il fallait quelqu'un de très haut placé pour les ouvrir. 1. L'opération Three Miles Island était une connerie mal montée, rétorqua Lix qui commençait à perdre patience. 2. Je n'en ai été aucunement responsable. Et 3. Vous avez fait mortellement accidenter tous les protagonistes depuis cette date. Notez que pour ce qui est du fair play, ces accidents laissent beaucoup à désirer. Lix se souvenait très bien que le même type de manipulation avait été mis sur pied en Amérique même, à Three Miles Island par son prédécesseur, mais n'avait pas obtenu un résultat aussi probant. Et voilà que maintenant, sous prétexte que Junior, le tout dernier président élu des USA, se sentait de nouveau obligé de remettre médiatiquement le nucléaire à l'honneur, on allait lui reprocher des affaires vieilles de plusieurs décennies qui avaient permis à Groupe 7 de se faire des wagons de dollars. Quel manque de reconnaissance! Et ce qui énervait plus encore Lix, c'était que Macpherson avait pu avoir des renseignements aussi précis avant lui. En y réfléchissant, le chairman pouvait fort bien avoir mis Junior dans sa poche en faisant partie de son comité de soutien en or massif, en or noir. Un tel tuyau ne pouvait venir que de là. Il faudrait qu'il trouve le moyen de creuser le sujet. Francis n'aimait pas non plus savoir que des exécutions avaient été ordonnées. Il n'avait jamais accepté de recourir à cette solution. Ce qui ne l'empêchait pas, comme un général en guerre, d'accepter le fait que ces décisions puissent causer mort d'homme. Au fait, Cochran de la Straw Oil s'est fait enlever sous nos yeux. Il était enfin à point et voilà qu'il disparaît. En avez-vous des nouvelles? Ne vous occupez pas de cette affaire. Cela nous regarde à Houston, répondit le chairman, autoritaire. Mais je devais le rencontrer la semaine prochaine. Il vient très bien, vous savez, avec ma méthode. Laissez tomber, c'est tout. Bizarre. Après avoir savamment changé de sujet plusieurs fois et pour détendre définitivement l'atmosphère, l'heure tournant, Lix proposa à Donovan une virée à Saint-Tropez en cigarette 42 Tiger, ce que l'enfant gâté du Texas accepta instantanément. À la barre, il se défoula et se relaxa enfin en entreprenant de faire prendre des risques inutiles aux 3 passagers, par pure vanité. Un peu pâle tout de même, Lix l'aida à accoster tandis que le marin amarrait l'embarcation. Et c'est à pied, jouant les parfaits touristes, qu'ils se dirigèrent vers le restaurant La Ponche sur la place Rêvelin. Lix était bien décidé à ne ramener son employeur que plein jusqu'à la luette des meilleurs mets et des vins de la presqu'île les plus enivrants pour tenter de le dérider. Ce ne serait pas une mince affaire, se disait-il, toutefois amusé par le comportement despotique de ce petit homme à la force physique limitée. Le choix du restaurant convenait parfaitement à Saïd, qui s'était payé le luxe de les suivre avec le petit hors-bord loué pour la circonstance. Dire que Saïd était comme un poisson dans l'eau dans son embarcation de fortune aurait été exagéré. Il essayait plutôt de ne pas trop y penser. La première partie de sa mission s'était déroulée sans encombre. Il s'était tout simplement installé à quelques encablures de la villa et jouait aux touristes voyeurs. Cependant, il utilisait des jumelles très spéciales qu'il valait mieux ne pas exhiber de trop près. De taille réduite, cet appareil comportait bien 2 cylindres comme des jumelles normales, mais la partie optique était concentrée dans le droit, relié à l'œil gauche, par un système de prisme. Quant au côté gauche, il était occupé par la dernière génération de micros directionnels à faisceau porteur à faible émission, indécelables même à courte distance, couplé à un amplificateur de réception ultra puissant, capable de filtrer tous les bruits annexes, jusqu'à entendre clairement une conversation à 200 mètres. Vu sa capacité, il nécessitait d'être très concentré sur les sujets à surveiller, d'où l'obligation qu'avait eue le constructeur de le coupler directement avec une lunette d'approche. Fixé en serre-tête, cet appareil permettait à Saïd de maintenir une visée constante malgré la houle légère qui agitait le hors-bord. Ce petit bijou lui avait été fourni lors d'une mission de protection de la résidence d'un homme politique en déplacement en Afrique. Il avait juste oublié de le restituer au service secret du pays avec la complicité amusée de la personnalité venue de France. Il l'avait utilisé plusieurs fois au cours d'autres missions à son service, pour le plus grand plaisir de l'homme en question. Il faisait mine de se délecter de la vue des belles demeures, peut-être de quelques jolies silhouettes dénudées sur les plages privées aussi.
la visière de sa casquette américaine masquant suffisamment ce gadget très performant. Par chance, peu après son arrivée, les sujets sous surveillance s'étaient assis sur la terrasse et tenaient une conversation apparemment très animée. Le micro directionnel lui délivra une conversation qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Comment ces deux types, un croulant et un premier de la classe, pouvaient parler de Tchernobyl, des centaines de milliers de morts, qu'à les en croire, ils auraient fait exploser par leur magouille, tout en sirotant leur pastis. L'enregistrement était assez clair, bien qu'il ne puisse constituer un aveu pur et simple des faits. Pour Saïd, il n'y avait pourtant pas de doute que Marc était tombé sur une drôle de paire. Ce fils de Marseille habitué à la petite et moyenne délinquance était abasourdi de ce qu'il avait entendu dès la première prise de contact. Sa surprise provoqua chez lui une réaction presque enfantine. Il braqua discrètement son appareil vers d'autres terrasses pour voir si ce type de conversation n'était pas le passe-temps favori des privilégiés de Saint-Trope. Rapidement, il fut rassuré. La jet-set de la région était normale. Elle parlait principalement de sexe et du prochain happening sur les yachts. Content de lui et sûr de l'utilité de son travail, il se dit qu'il n'aurait pas tous les jours l'occasion d'espionner si facilement ses cibles, et sauta sur l'occasion de leur départ vers Saint-Tropez pour les suivre en se mêlant au troupeau des embarcations qui rentraient au port. Il s'installa de dos à une table proche de la leur, et passa un long moment à déguster son dîner en rêvassant. Il les surveillait du coin de l'œil par la réflexion sur la porte vitrée de la cuisine que les serveurs ouvraient de temps à autre. Des bribes de conversation lui donnaient quelques informations supplémentaires sur la qualité des personnes qu'il avait prises en chasse. Du gibier de toute première catégorie, introduit dans les meilleurs endroits du monde, même jusqu'au club de Bilderberg, dont la réunion, à laquelle avait pris part l'aîné de ses proies, venait d'avoir lieu à Stenungsund, en Suède. Une bonne occasion de rencontrer David Rockefeller, Giovanni Agnelli ou Henry Kissinger. Saïd se dit qu'il aurait eu quelques difficultés à les suivre jusqu'à cette conférence très sélective. Ou alors, il aurait fallu qu'il se fasse engager comme garde du corps. Repu, il allait abandonner son poste lorsque la conversation vint, à mots couverts, sur une société Fontana. À la façon dont il en parlait, on avait l'impression que c'était sa société dont le premier de la classe parlait. L'autre détail, à un moment, le dénommé Donovan, pas mal embrumé par le bon vin français que son compagnon lui servait généreusement, appela familièrement Lix Fabricio, au lieu de Francis. Comme la soirée se prolongeait, celui-ci profita de ce que le vieux était pas mal éméché pour l'entretenir d'une affaire accessoire de rachat de brevets, qui n'avait pas bien tourné. Le récalcitrant, grâce à leur œuvre, faisait la une des journaux. Ils arriveraient bien à le mettre à genoux. Au comble de l'énervement, Donovan lâcha sans vergogne. « If you can't buy him, then kill him. Fuck this guy !» Dans un éclair de colère vite dissimulé que capta Saïd en faisant mine de boire, Lix demeura une seconde perplexe, semblant se dire que décidément ce vieillard n'en avait rien à foutre. Puis il jeta un coup d'œil discret alentour et pour la galerie, fit semblant d'avoir entendu une très bonne plaisanterie. « Vous n'êtes pas sortable, mon cher Donovan. Le vin français vous donnerait des ailes, s'esclaffa-t-il. » Les paroles de Macpherson étaient tombées comme un coup près sur la nuque de Saïd, qui n'en avait pas perdu une bribe. Si vous ne pouvez pas l'acheter, tuez-le. Il n'y allait pas de main morte, le bougre. Il estima en avoir assez entendu. Il avait maintenant fini café et pouce-café. L'addition était payée en espèces. Il fallait décrocher pour ne pas finir par attirer l'attention. Ne pouvant masquer sa stature conséquente, il s'était fait bedonnant et un peu niais. Il se mit lourdement sur ses jambes et partit lentement, le nez en l'air, en bon touriste. Il en profita pour faire en douce un bon cliché des sujets. Il avait de quoi alerter ses amis dès le premier jour. Après ce qu'il avait entendu proférer, Saïd voulut plus que jamais obtenir plus de détails sur la personnalité de ce petit Macpherson, aux allures méprisantes et à l'absence totale d'aménité. Inutile de tenter de s'en approcher en pénétrant dans la propriété. En plus des caméras, il y avait les deux cerbères, sympathiques mais pas les yeux dans la poche. L'un s'occupait du bateau et contrôlait l'accès par le mini-port, l'autre, jardinier et factotum, se tenait continuellement dans le parc. Impossible de les contourner. Il faisait tout de même un peu commando sous leur dehors civilisé. Il se dit que cet homme n'avait pas pu tomber du ciel sans laisser de traces. À voir son style, il avait dû certainement passer par l'aérodrome de Saint-Raphaël ou de Sainte-Maxime. Il s'y rendit le lendemain en hors-bord pour éviter les embouteillages qui commençaient à se faire nombreux dans cette région attirante et ensoleillée. Il eut tôt fait de trouver ce qu'il cherchait. Un jet arrivé la veille en provenance de Gothenburg, avec une huile à bord, un monsieur Donovan Macpherson. L'avion avait été affrété par la Texoil Co. de Houston, un magnat du pétrole. Il était prévu au départ pour 15 heures ce jour, destination le George Bush Intercontinental Airport, Houston. Au club des navigants, Saïd put même en rencontrer, par hasard, l'équipage. Un pilote, un copilote et une hôtesse à vous dissuader de redescendre sur terre. Et c'est l'esprit rempli de rêves roses qu'il retrouva son embarcation.
L'air vivifiant de la baie et les embruns du large lui évitèrent l'ébullition et le ramenèrent heureusement à une température permettant un atterrissage en douceur à Saint-Tropez. Un peu de rêverie fantasmatique dans un univers de rudesse ne pouvait pas faire de mal au fils du Kabyle. Dès qu'il toucha terre, au sens propre et au sens figuré, il décida de rentrer à Marseille pour un premier débriefing avec Marc. Pas question d'utiliser le téléphone, cellulaire ou autre. Marc avait été formel, car ces gens paraissaient fichtrement bien équipés en électronique de communication. Il devrait donc faire un rapport écrit et crypté sur son site internet. Il pourrait éventuellement en discuter au téléphone, mais en utilisant des cabines et en évitant tout mot-clé. Une vraie galère. Il avait quand même le droit de lui demander des nouvelles de sa santé, à condition toutefois de ne pas lui dire bêtement « Alors, ça boum ?» Mots-clés, déclenchement de l'enregistrement automatique, analyse de la conversation par les services d'écoute, détournement de cette analyse par les as de Fontana B2B. Du moins Marc lui avait-il dit qu'il le supposait, au vu de la quantité d'informations que ces gens possédaient. Mieux valait donc être d'une prudence extrême.